Bonjour les gars et les filles du foyer 101. Bonjour, Merci, c'est bien gentil. Grèce ancienne 3. Aujourd'hui, on va parler de certains philosophes et des grands savants qui nous ont laissé un héritage jusqu'à aujourd'hui de la Grèce ancienne ou de la Grèce antique plutôt. D'accord? Et il faut dire que pour la Grèce, toute sorte de sagesse, de savoir, ça rentrait dans la philosophie. Tous ceux qui étaient capables d'enseigner quelque chose, on les appelait philosophes. D'accord? Et plus tard, ce sont devenus des matières, des disciplines indépendantes les autres. Alors que, comme vous voyez, dans les mots-clés d'aujourd'hui, on va faire une association. En haut, c'est écrit, il y a des listes de noms, tous ces grands savants, tous ces grands personnages, qu'il faut associer avec les disciplines qui sont marquées en bas. Alors, on va voir que la première, Socrate, vous voyez, il y a toujours les siècles qu'ils ont vécu, veuillez le noter, c'est très important, et vous voyez, la plupart sont du 5e siècle avant Jésus-Christ, que c'est vraiment l'apogée, surtout de la ville d'Athènes, le moment le plus important. Alors, première liste, Socrate, Platon et Aristote. On va l'associer avec quoi de ce qui est en bas? La Mick. Histoire? Non, monsieur. Samy. Mathématiques. Non plus. Haroun. Philosophe. La philosophie. Ceux-là, ce sont les plus grands philosophes de l'Antiquité. Alors, on va dire quelque chose sur la philosophie en tant que telle et sur ces trois grands, disons, exemples de la philosophie ancienne. Alors que philosophie, c'est un mot grec. D'accord, vous voyez deux fois PH, PH. Quand il y a un PH dans un mot en français, c'est avec une grande probabilité un nom d'origine grecque, arrivé à nous à travers le latin. D'accord? Or, philosophie est en fait la composition de deux mots. La partie sophie, suffixe, ça veut dire que sagesse, savoir, ok, qui est devenu aussi un nom de femme. Hein? Tout le monde connaît une Sophie, une Sophia, d'accord? Et philo, ça veut dire que aimer, amour, passion, intérêt. Donc, les philosophes, ce sont ceux qui aiment le savoir, qui cultivent le savoir. Donc, si vous connaissez, vous êtes ami de quelqu'un qui s'appelle Sophie, Sophia, vous êtes quelque part des philosophes, vous aussi. D'accord? Alors, on va parler de ces grands personnages. Avant tout, Socrate. Socrate a laissé une grande empreinte, un grand héritage, d'accord? Un grand personnage. Certains historiens disent que ceux de l'Antiquité qui ont le plus influencé notre civilisation, c'était Jésus-Christ et Socrate. D'accord? Or que les deux, regardez, les deux étaient des grands savants, des gens qui avaient des disciples et qui n'ont rien écrit. Hein? Socrate savait écrire, Jésus probablement oui. D'accord, mais tout ce qu'ils ont dit a été écrit par leurs disciples. D'accord, on verra. Et alors, on va voir Socrate. Socrate était un maître des jeunes. Ces philosophes-là, les philosophes purs, ils se gagnaient leur vie en enseignant aux jeunes, aux adolescents. Hein. Les Grecs, les enfants grecs petits apprenaient à lire et écrire, la base, et ceux qui pouvaient continuer comme une sorte d'étude supérieure étaient confiés à ces grands savants. Et Socrate, dans la ville d'Athènes, à un moment donné, il était considéré comme l'homme le plus savant que les gens connaissaient. Passez-moi l'expression, c'était comme une sorte de Wikipédia vivante. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, quand nous avons une question, une curiosité, on veut savoir quelque chose, rapidement, on va chercher sur Wikipédia. Si on doit faire une recherche plus approfondie, on va à d'autres sources. Mais la première chose, Google, Wikipédia. Bien, les Athéniens du 5e siècle avant Jésus-Christ, quand ils avaient quelques questions importantes à poser, ils s'adressaient à Socrate. Et Socrate, malgré cette réputation, était une personne extrêmement humble. Avant de répondre, il faisait toujours la même prémisse, d'accord? Il voulait clarifier un point d'abord.
Et il disait, je suis conscient de ne pas savoir. Mais je vais te dire ce que je sais. D'accord? Donc, je suis conscient de ne pas savoir. Lui qui était l'homme le plus savant. Et c'était son approche méthodologique envers le savoir. Parce que vous savez plus, si, le savoir, c'est comme une sorte de cercle, hein, ce que nous savons. Tout ce qui est en dehors de ce cercle, c'est ce que nous ne savons pas. C'est la limite de nos connaissances. Mais si nous savons plus, la limite va s'élargir. Donc, disons, le domaine du mystère de ce qu'on doit reconnaître est encore plus grand. Alors, il savait des choses. Attention, il disait pas que je ne sais rien. Je suis conscient de ne pas savoir. Parce que sur tout sujet, disons, choses à étudier, on peut toujours en savoir plus. Et donc, il faut toujours se questionner. Et c'était la façon qu'il a enseigné à ses disciples, à ses élèves. Non, il n'avait pas un siège, une école, un endroit où il allait, où il enseignait, comme je fais en ce moment, d'accord, et ses élèves étaient assis et prenaient des notes. Il se promenait. Un jour, il était à l'Agora, l'autre jour, il était à l'Acropole, l'autre jour, il était à la campagne, l'autre jour, il était assis sur les marches d'un temple, d'accord. Et là, il discutait continuellement avec ses élèves, par des questionnements. Il faut dire quelque chose de Socrate aussi. Sa mort est aussi célèbre que sa vie. Socrate, à un moment donné, a été condamné à mort par un tribunal tout à fait spécial, d'accord, d'Athènes. Les gens l'ont accusé de corrompre les jeunes et d'impiété, de ne pas observer la religion, d'accord. Or que l'on condamné à mort, mais puis les tard, les gens tardaient à l'exécution. Personne n'osait exécuter ce Socrate, d'accord, parce que sa réputation était immense. Alors que lui-même, il va demander qu'on l'exécute. Il s'est fait amener une infusion, d'accord, d'une herbe, comme une sorte d'été, d'une herbe qui est devenue fameuse tout à fait pour cet événement de Socrate, une herbe qui s'appelle l'accidu. L'accidu. Il l'a vu à la présence de ses élèves qui pleuraient, d'accord. Et là, il est mort d'une paralysie progressive qui a commencé des pieds, qui arrivait jusqu'au cœur. Comme pour dire que je ne suis pas d'accord sur ma condamnation. Elle est injuste, mais je suis un bon citoyen, et même s'il est injuste, j'observe les décisions des institutions athéniennes. J'observe ce qui a été décidé. C'était Socrate. Des questions? Oui. C'est quoi Sig? 5e siècle avant Jésus-Christ. Non, Sig, genre Sigu. C'est une herbe, d'accord, par laquelle on fait une infusion, une sorte de thé, on fait passer de l'eau, et quand tu la bois, ça te paralyse. C'est un poison, tu peux dire. Goldberg. Au début, vous avez dit que c'est pas lui qui écrivait, mais c'était Oui, je vais répondre à ta question avec Platon. Alors que Platon, 4e siècle avant Jésus-Christ, était élève de Socrate. Et lui-même deviendra un grand philosophe par la suite. C'est lui le biographe de Platon. Voilà la réponse. C'est lui qui a écrit sur Platon. Le biographe, c'est écrire que sur la vie de quelqu'un, la biographie. Non, c'est lui qui, si nous connaissons les idées de Socrate, c'est grâce à Platon qui les a écrites et les a publiées. Ok, lui aussi, il vivait en enseignant. Mais lui, il a besoin d'un endroit où enseigner. Donc, il fonde une institution scolaire, comme on dirait aujourd'hui, que c'était l'académie. Donc, le premier à utiliser ce terme-là, c'est académie. Aujourd'hui, il y a plein d'institutions d'instruction qui s'appellent l'académie. Vous savez, notre école, l'édifice de notre école, avant que ce soit l'école internationale, comment s'appelait l'école qu'il y avait ici avant? Oui.
l'Académie Saint-Paul. Regardez, il y a encore des traces où c'est écrit, d'accord, quelque part. Mais la première académie est celle de Platon. C'est là qu'il reçoit ses élèves, il organise ses cours. Donc, Platon insiste beaucoup sur la rationalité. D'accord? On peut apprendre par la raison. Et il exige que ses élèves fassent beaucoup de mathématiques. Pourquoi? Parce que la mathématique entraîne au raisonnement, à la rigueur du raisonnement. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous faites beaucoup de mathématiques aussi, d'accord? Dans les mathématiques, on ne peut pas faire un plus ou moins, d'accord? Comme certains qui arrivent à mettre ton cahier, oh, je l'ai oublié, d'accord? Ça, c'est pas de la rigueur. Alors que, et dit que les mathématiques entraînent les esprits. Il a écrit un texte qui s'appelle La République, où il imagine un dialogue avec Socrate. Il écrit beaucoup sur la démocratie. Il a vécu la démocratie d'Athènes au 5e siècle. Il dit que la démocratie, c'est une bonne chose, mais il dit qu'il y a aussi beaucoup d'abus, comme le désordre, la démagogie, la corruption. Désordre, démagogie, corruption. C'était tout sur Platon. Oui. Pourquoi Socrate, c'est 5e siècle avant Jésus-Christ, Oui. et Platon, c'est 4e siècle? Mais en fait, il a vécu à cheval entre le 5e et le 4e, mais on va le cataloguer au 4e. Mais c'est 4e encore avant Jésus-Christ? Toujours. On est toujours, toutes ces dates-là sont toujours avant Jésus-Christ. Samy? Et tout ça avant aussi? Hein? Tous ceux qui sont là. Oui, Samy. Il exigeait quoi sur ses élèves? Ils apprennent bien les mathématiques, la rigueur dans le raisonnement. Travis. Platon, il écrivait souvent sur quoi? Sur des papyrus. Non, mais sur quel sujet? Sur la démocratie d'Athènes. Ok, merci. Et Mélissa. Les abus qu'il dénonçait, c'était la corruption, le désordre et... Et une autre chose que je vais l'écrire ici, c'est la démagogie. D'accord? Vous pouvez répéter? Démagogie. C'est quoi? Ça veut dire tromper le peuple. Faire des promesses qu'on ne pourra pas respecter, faire miroiter, par exemple, des réductions des taxes, d'impôts, des distributions gratuites à tout le monde. D'accord? Faire des promesses dans le simple but de voir... Oui, qui? Ok. Ceci est la démagogie. Alors que... Oui. Est-ce que vous pouvez répéter quoi? Répétez quoi exactement? Il a écrit sur quoi? Il a écrit un texte qui s'appelle La République, sur la démocratie athénienne. Alors que Aristote, troisième de ces trois grands philosophes d'Athènes, Aristote, lui aussi, était élève de Platon. D'accord? Et lui aussi, il vivait en enseignant. Et lui aussi, il était maître d'un autre grand personnage, non pas d'un philosophe, mais d'un conquérant, d'un roi, empereur, d'Alexandre le Grand. D'accord? La réputation d'Aristote, c'était qu'il était le plus grand maître de toute la Grèce. Or, à un moment donné, le père d'Alexandre le Grand, c'est quelqu'un qui vient de la Macédoine, qui fait la conquête de toute la Grèce. Donc, il n'est pas grec. Il a conquis la Grèce, mais il veut que son fils, qui sera son successeur, qui deviendra roi un jour, soit hellénisé, qu'il reçoive la meilleure éducation qu'il peut recevoir dans le monde hellénique de l'époque, à Athènes. Et qui est le meilleur d'Athènes? C'est Aristote. D'accord? Donc Alexandre le Grand, dont on parlera plus tard,
Il était macédonien, il n'était pas tout à fait grec. Mais dans sa tête, il était plus grec que les Grecs, parce qu'il avait eu un maître comme Aristote, qui représente vraiment le clou de cette culture. Alors que Aristote est une telle personnalité que plus tard, pendant tous les Moyen-Âge, pas seulement dans l'Antiquité, mais même dans le Moyen-Âge, tous les philosophes, tous les savants de l'époque se réfèrent à ce qu'Aristote a dit. Avant qu'on invente les sciences, le savoir, c'était ce qu'Aristote avait enseigné, d'accord, et lui apprenait par la rationalité. Autant les théologiens chrétiens que musulmans ont basé leurs réflexions à partir des catégories d'Aristote. Si quelqu'un étudiera la philosophie ou théologie plus tard, va le comprendre. Il s'occupait de logique, de biologie, de physique et de métaphysique. D'accord? C'est la métaphysique, c'est comme une sorte de spiritualité raisonnée. Alors, logique, biologique, physique, métaphysique. C'était Aristote. Maintenant, on regarde la deuxième liste. Pythagore, Euclide et Archimède. Avec qui on les, associe, Travis? Les mathématiques. Les mathématiques. Hein? Vous regardez quelques questions, vous les poserez à la fin. Alors que Pythagore, vous avez entendu tous parler du théorème de Pythagore. D'accord? Théorème de Pythagore, donc lui a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ, avant les autres dont on vient de parler. Théorème de Pythagore, peut-être, sûrement vous allez étudier en mathématiques, c'est qu'il avait découvert que si tu connais la longueur des deux côtés d'un triangle, tu peux calculer la troisième. Tu n'as pas besoin de le mesurer, le troisième côté, on peut le calculer. Un autre, c'est Euclide. Certains d'entre vous étudieront le théorème d'Euclide. Et l'autre, c'est Archimède. Archimède est très populaire. Il est considéré comme pas seulement un mathématicien, mais un grand inventeur. D'accord? Et d'Archimède, Archimède ne vivait pas dans la péninsule grecque, il vivait à Syracuse, là en Sicile, dans une ville grecque, ville de la colonie, de la Grande Grèce en Italie. Mais comme vous voyez, il y avait beaucoup de contacts avec les colonies et les villes en Grèce. Alors que d'Archimède, on raconte plusieurs anecdotes. Une anecdote raconte que un jour que la flotte romaine est arrivée à Syracuse, voulait occuper la ville, débarquer, mais il a inventé un système de miroirs par lequel a mis du feu aux voiles des bateaux des Romains. D'accord? Une autre anecdote très célèbre est celui-là de la couronne du roi. Le roi de la ville de Syracuse avait donné un lingot d'or à un orfèvre pour qu'il en fasse la couronne. Et quand il obtient cette couronne, bien, le roi a les soupçons que l'orfèvre l'a trompé, d'accord, qui a gardé pour lui une partie de l'or et avec le reste, il a fait un alliage avec un autre métal. Comment le prouver? Le poids, c'est pas... le poids, évidemment, ça correspondait. Calculer le volume, c'est trop compliqué parce que la couronne était très élaborée. D'accord? Alors qu'il demande à Archimède, trouve-moi une façon pour voir si la couronne est vraiment tout en or. Archimède ne sait pas trop, mais il y pense continuellement, jusqu'au jour qu'il y a une baignoire dans sa maison. Il va rentrer dans la baignoire pour prendre son bain. Et quand il rentre, la baignoire était remplie presque au bout, quand il rentre, de l'eau sort. Lui, il rentre de l'eau, sort dehors. Et là, il trouve, observant ce phénomène, il trouve la solution. D'accord? Il est tellement content, d'accord,
qu'il part tout de suite, il traverse la ville, il oublie de s'habiller, donc il est complètement nu. Et dans la ville, il crie « Eureka, Eureka », que ça veut dire que j'ai trouvé, j'ai trouvé. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend un lingot d'or comme celui-là que le roi avait donné au orfèvre, on le met dans un contenant d'eau rempli jusqu'au bout. Et on collecte l'eau qui déborde. Or, plus tard, on fait la même chose avec la couronne et ils se sont rendus compte que l'eau qui a débordé, ce n'était pas la même quantité du lingot d'or. Donc, c'était la preuve que l'orfèvre avait été malhonnête. Je vais répondre à quelques questions. Une, les autres à la fin. Et une S. Une S. Vous avez dit qu'une flotte est venue à Syracuse. Une flotte romaine, tu sais ce qu'est une flotte, c'est un ensemble de bateaux, sont allés à Syracuse et voulaient faire débarquer les soldats pour assaillir la ville. D'accord? Mais lui, il était capable, avec un système de miroir, en reflétant la lumière du soleil, les rayons du soleil, d'incendier, de brûler les voiles. D'accord? Travis, j'ai dit une question plus tard, tu vas la poser. Gardez les questions, vous les écrivez, vous me poserez à la fin. Sinon, ça va être trop long ici. Mais est-ce que Alors que... vous pouvez juste faire un résumé du truc de la couronne? À la fin, je te le ferai. Alors que, bon, là, je l'ai déjà fait, mais les cartes Eudoxe, Ératosthène, on va l'associer avec la géographie. Je l'ai déjà fait, d'accord? Bon, un indice important, ce sont les cartes. Les cartes géographiques, évidemment, s'associent avec la géographie. Or, déjà au VIe siècle avant Jésus-Christ, les navigateurs grecs avaient élaboré un système de cartes pour s'orienter. Ils avaient inventé la carte géographique, d'accord? Notre grand savant, c'est Eudoxe. Je ne vais pas dire des choses sur lui pour ne pas trop alourdir. Mais c'est très important de reconnaître Ératosthène, 3e siècle avant Jésus-Christ. D'accord? Ératosthène, c'est le premier à avoir calculé les dimensions de la Terre, la circonférence de la Terre. D'accord? Or, comme vous voyez déjà, les Grecs antiquité, Aristote l'avait déjà dit, la Terre, ils avaient compris, tous astronomes de l'Antiquité avaient compris que la Terre était ronde. Et encore aujourd'hui, il y a certains grands préjugés sur le Moyen-Âge, c'était de dire qu'au Moyen-Âge, les gens pensaient que la Terre était plate, ou que non. Peut-être quelques paysans qui n'avaient aucune culture pouvaient penser que la Terre était plate. Mais tous ceux qui avaient moindrement étudié savaient que la Terre était ronde, ils le savaient des Grecs, et Ératosthène avait déjà calculé la circonférence de la Terre. Ça, aujourd'hui, nous connaissons la circonférence de la Terre grâce aux moyens modernes que nous avons, d'accord, grâce aux satellites. Nous savons calculer précisément la circonférence de la Terre à l'équateur. Ératosthène l'avait calculé en faisant une erreur limitée à 1%. 1%. D'accord? Si la circonférence de la Terre est 40 000 km, il s'était trompé de quelque chose de 400 km. D'accord? Comment il avait fait? Alors, c'est complexe, c'est tout un cours de géométrie et d'astronomie pour pouvoir l'expliquer. Alors, je vous lance un petit défi. On va voir si quelqu'un de vous est capable de faire une recherche pour comprendre comment Ératosthène, à son époque, avait pu calculer la circonférence de la Terre. Si vous êtes capable, pas maintenant, si vous êtes capable, faites une recherche et vous me le dites et vous me démontrez de l'avoir dit, parce que certains sont capables de répéter ce qu'ils ont lu sans rien comprendre. Et vous me démontrez, je vais vous donner quelques points bonus, 2, 3 points bonus, 4, cependant, mais pas aujourd'hui, un autre jour. Alors que, avec quoi, à la fin les questions, à la fin. Avec quoi on va associer Hippocrate? Younes? En littérature? Non plus, non. Ozo? Médecine. La médecine, bravo Ozo.
d'accord, que ceux qui d'entre vous vont devenir des médecins un jour, hein, d'accord, hein, j'espère que vous ne devenez pas fanatique de devenir médecin en miroitant, en imaginant de gagner plein d'argent, d'accord? Mais certains d'entre vous probablement vont devenir médecins. Alors que là, quand vous allez devenir médecin, vous allez faire le serment d'Hippocrate. Donc, à l'époque, existait déjà une médecine très empirique. Pour certaines choses, avec des thérapies assez efficaces. Rien de comparable des miracles que fait la médecine aujourd'hui. Les médecins n'étaient pas pour tout le monde, d'accord, mais c'était seulement pour les riches qui pouvaient les payer. Mais Hippocrate, lui, sa particularité, c'est qu'il élabore un code d'éthique, d'accord, qui établit ce qu'un médecin peut faire qu'il ne peut pas faire. Code d'éthique qu'un médecin fait le serment qu'il utilisera ce qu'il a appris pour faire du bien et pas pour faire du mal. Où le principe, c'est de ne pas nuire. D'accord? Hippocrate, il a établi un code de vie pour la médecine. À la fin, les questions, s'il vous plaît. À la fin. À la fin. Alors que l'histoire... Oui, il faut que tu partes par... Alors que l'histoire, la littérature, le théâtre, avec quoi on va associer le théâtre? Quelle liste de noms? Mélissa? Avec Homère. Non, pas avec Homère. Younes? Euripide, Sophocle et Vapeur. Oui. Euripide et Sophocle. Et puis la vapeur, ce n'est pas un nom propre. Euripide et mais je vais vous dire pourquoi on l'a mis là. Euripide et Sophocle, ce sont des grands auteurs des pièces de théâtre, des tragédies, on l'appelle, ceux qui actuent dans le théâtre des... comment ça s'appelle, le théâtre d'Athènes, qui s'en souvient? Oui, Younes? Non, Younes? Le théâtre de Dionysos, d'accord? Pourquoi j'ai mis ici la vapeur? Parce que les Grecs de l'Antiquité avaient déjà découvert la force, l'énergie de la vapeur. D'accord? Que si vous mettez une casserole d'eau à bouillir, à un moment donné, vous remarquez que ça crée du mouvement. D'accord? Et que le couvercle commence à trembler et la vapeur à s'échapper. Or que ce principe, l'énergie de la vapeur, sera utilisée surtout à l'époque de la révolution industrielle, au XVIIIe et XIXe siècle. Mais déjà, les Grecs avaient découvert qu'il y avait une énergie, l'énergie de la vapeur. Sauf que la seule utilisation qu'ils en avaient fait, c'était pour créer des effets spéciaux, des machines à appliquer au théâtre, pour impressionner les gens. D'accord? L'histoire, avec quoi on va l'associer? Quel nom? Oui, Augustine. Avec Hérodote et Thucydide. On a déjà mentionné Hérodote, grand savant du 5e siècle avant Jésus-Christ. C'était quelqu'un qui a voyagé beaucoup, a visité l'Égypte, a visité la Mésopotamie, a visité la Syrie et beaucoup de pays, des sociétés et civilisations qui existaient à l'époque. Et il a écrit énormément. Donc, père de la géographie aussi. Et de l'histoire, parce que pour chaque peuple qu'il décrivait, il avait aussi fait une recherche pour savoir l'origine de ce peuple-là. D'accord? Qu'est-ce qui avait amené les gens dans un certain territoire? Pour cette raison, on l'appelle le père de l'histoire. Un autre grand historien est Thucydide, 5e siècle avant Jésus-Christ. Plus tard, nous parlerons d'une grande guerre qu'il y a eu dans la Grèce ancienne, celle entre Sparte et Athènes. L'historien qui nous a parlé, qui a laissé des traces, c'est Thucydide, d'accord, un historien très rigoureux à raconter les événements de l'époque. Dernière association, Homère, qu'on va l'associer avec littérature, c'est le dernier qui reste. D'accord? Homère, c'est un grand romancier.
Il a écrit l'histoire d'Énée, l'histoire d'Ulysse, d'accord? Et c'est lui qui a mis à l'écrit celles qui étaient les légendes et les traditions orales des Grecs. Comme vous voyez, il est plus ancien que les autres, ça date du 8e siècle avant Jésus-Christ.